60 ans d'alignement présentés comme stables vacillent soudain, pris de court par une série de décisions tchadiennes lisibles depuis N'Djamena jusqu'au marché frontalier. 2 chiffres, une durée et 7 frontières. Résume un paradoxe dérangeant. Un pivot central se retourne au moment précis où l'on croyait l'équilibre verrouillé, presque administratif. Que signifie pour les sociétés du Sahel ce renversement brutal, alors qu'Ibrahim Traoré rappelle, à mots mesurés, que certaines frontières restent perçues comme artificielles et provisoires. Dans ce vide nouvellement ouvert, le centre de gravité régional semble se déplacer, silencieux mais inexorable, laissant chacun se demander qui dessinera la prochaine carte du Sahel. Si le basculement tchadien ouvre une brèche inattendue dans un paysage que beaucoup croyaient figé, il impose surtout une exigence: comprendre ce que cette recomposition implique réellement pour le Sahel. Le bénéfice central pour le lecteur est clair: disposer d'un cadre explicatif robuste permettant de décrypter les dynamiques qui, soudain, ne suivent plus les lignes familières. Cette grille de lecture devient indispensable, car la décision de N'Djamena n'agit pas seule. Elle redistribue pression locale, attentes sociales et perception de vulnérabilité dans un espace où chaque mouvement touche plusieurs frontières à la fois. Le risque immédiat tient dans le décalage entre récits officiels et dynamiques sensibles. Un écart que la source décrit comme déjà visible dans les réactions populaires et dans la manière dont les États réinterprètent souveraineté, sécurité et autonomie. Une idée accrocheuse se dégage. Si le centre de gravité glisse vraiment, alors ce ne sont pas seulement les alliances qui se transforment, mais la matrice même des équilibres régionaux. D'emblée, un élément se détache. 60 ans d'alignements hérités basculent au moment précis où une décision tchadienne, située au croisement de 7 frontières, recompose l'échelle stratégique du Sahel. Ce déplacement soudain, amplifié par l'idée d'un espace AES désormais décrit comme plus vaste que l'Inde, marque un changement d'ampleur qui oblige à relire tout le système régional. Ce nouveau cadre révèle la nature réelle du glissement. Le repositionnement du Tchad n'est pas un geste isolé, mais le point de rupture d'une dynamique accumulée où discours officiels et perceptions internes divergeaient depuis longtemps. La source montre comment la décision de N'Djamena expose simultanément un avant et un après. Un avant fait de continuité longue, de pratiques diplomatiques stabilisées et d'une position géographique utilisée comme plateforme de projection extérieure, un après dominé par une incertitude réévaluant souveraineté, autonomie et marge de manœuvre nationale. Dans cette recomposition, les propos attribués à Ibrahim Traoré, évoquant le caractère artificiel de certaines délimitations, prennent place comme un marqueur conceptuel. Ils relient la transformation spatiale à une lecture politique du territoire. La source souligne que le repositionnement tchadien resserre les liens entre Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad, créant une continuité territoriale inédite. Cette cohésion naissante, même instable, modifie les perceptions locales de solidité politique et redéfinit les repères auxquels population et décideurs comparent leur trajectoire. Pour plusieurs capitales extérieures, la transition se lit comme la fermeture d'un espace autrefois essentiel. La perte de ce pivot limite les capacités de surveillance, réduit les points d'appui et ouvre un vide qualifié de stratégique. Idriss, témoin local décrit dans la source, devient le fil conducteur permettant de matérialiser une recomposition souvent perçue comme abstraite. Il vit à proximité d'une base, d'où décollaient quotidiennement des appareils étrangers, un lieu censé représenter stabilité, protection et présence stratégique. Pourtant, la description souligne un contraste persistant. Malgré cette activité militaire intense, son quartier ne bénéficiait d'aucune infrastructure visible, créant un décalage entre puissance affichée et réalité quotidienne. Lorsque les dernières machines quittent la zone,
Idriss ne lit pas la scène comme une simple opération logistique. Le silence, décrit comme neuf, s'installe brusquement et devient l'indice sensoriel d'un basculement plus vaste. Ce changement de rythme révèle comment les dynamiques géopolitiques pénètrent la vie ordinaire. Elles se manifestent par des sons absents, par un espace soudain vidé, par une transformation de l'atmosphère, avant même que les implications politiques ne soient pleinement comprises. La source montre que l'annonce du rapprochement avec l'AES suscite des réactions populaires spontanées, venues des rues et des marchés. Idriss devient ainsi la figure capable d'illustrer cette convergence entre attentes sociales et réorientation étatique. Sa perception du retrait incarne la manière dont certains habitants interprètent une décision stratégique. Non comme un ajustement abstrait, mais comme une transition ressentie physiquement. En suivant Idriss, le lecteur comprend que les recompositions ne se déclarent pas uniquement dans les communiqués. Elles prennent forme dans les ruptures sensorielles du quotidien. À retenir, les transitions se sentent avant de s'expliquer. Le point de départ est clair. La décision du Tchad de rejoindre l'Alliance des États du Sahel. Ce geste, présenté dans la source comme une rupture nette, intervient. Après des décennies durant lesquelles N'Djamena servait de pivot stable, relié aux tensions sahariennes et subsahariennes, le basculement surprend parce qu'il touche un territoire doté de 7 frontières, ce qui signifie qu'un seul mouvement modifie simultanément plusieurs corridors politiques, sécuritaires et logistiques. Le cadre d'analyse de la source insiste. Ce n'est pas une simple réorientation diplomatique, mais la fermeture d'un espace longtemps utilisé pour projeter des moyens extérieurs, surveiller des zones sensibles et maintenir un encadrement régional continu. À partir de là, la montée dramatique se structure. Dans les zones frontalières, l'effet immédiat se lit dans la manière dont les acteurs locaux réévaluent la solidité politique du nouvel ensemble. La formation d'un bloc continu, Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad, constitue une anomalie stratégique dans le paysage traditionnel du Sahel. Ce n'est plus un espace fragmenté, mais un couloir géopolitique cohérent, dont les ramifications s'étendent jusqu'aux abords du Soudan. La source y voit une secousse majeure, l'apparition d'une continuité territoriale capable de redistribuer les repères habituels. La tension atteint son sommet lorsque le récit décrit les réactions attribuées à plusieurs capitales occidentales. La vidéo évoque une atmosphère de panique à Paris, ainsi que les ajustements du Pentagone, soulignant la perception d'une perte d'yeux et d'oreilles. Cette expression revient avec insistance, illustrant l'idée d'une vulnérabilité nouvelle. Difficulté accrue à suivre les mouvements internes, à anticiper les trajectoires d'acteurs armés, à surveiller les zones pétrolières libyennes ou les circulations transfrontalières. La disparition de l'appui tchadien n'est pas racontée comme une perte technique. Elle est représentée comme une faille conceptuelle dans le modèle d'intervention extérieure. C'est à ce stade qu'intervient la mention d'Ibrahim Traoré, placée dans la source comme une référence politique à laquelle les populations comparent désormais les trajectoires nationales. Son insistance sur le caractère artificiel de certaines frontières sert de prisme pour interpréter le repositionnement tchadien, qui se situe précisément au croisement de délimitations héritées. En citant son nom, la source ne personnalise pas l'événement, mais montre que la recomposition s'inscrit dans une dynamique régionale où certains dirigeants deviennent des symboles d'une souveraineté réinterprétée. Puis commence la diffusion des effets. Des craintes émergent quant à une renégociation des partenariats historiques, en particulier autour de la gestion des ressources stratégiques. Les États membres de l'AES, désormais alignés, apparaissent dans la source comme susceptibles de coordonner davantage leurs décisions, renforçant leur capacité collective face aux acteurs extérieurs. Le retrait des avions puis le silence ressenti par Idriss incarnent une autre dimension de cette diffusion. Le passage d'un vacarme militaire prolongé à une page blanche sonore, symbole d'un ordre ancien qui s'efface.
La source conclut cette séquence en soulignant que le changement ne se limite pas aux diplomatiques. Il se propage dans les perceptions, les institutions et les imaginaires. La transition n'est pas achevée. Elle se dilate, s'installe, s'insinue dans les lectures régionales. Le point de bascule a été atteint. Les ondes continuent, mais elles continuent de courir. Pour mesurer l'écart, il suffit de constater ceci. 60 ans d'alignement hérité basculent soudain dans une configuration encore instable. Ce premier repère, présenté dans la source comme une durée condensant un cycle de extraction unilatérale, sert de colonne vertébrale historique. Il rappelle que la relation asymétrique décrite ne s'est pas construite en quelques années, mais s'est incrustée dans les pratiques, les attentes et les représentations. La phrase qui accompagne cette durée est explicite. 60 ans résument une continuité devenue structurelle, difficile à infléchir, sans rupture franche. Cette rupture est précisément ce que la source identifie dans le repositionnement tchadien, qui force une relecture immédiate des schémas considérés jusqu'ici comme impensés. Le deuxième repère est territorial. 7 frontières, un chiffre utilisé non comme une statistique exhaustive, mais comme un indicateur de centralité stratégique. Le Tchad est ainsi décrit à la jonction de la Libye, du Soudan, de la Centrafrique, du Cameroun, du Nigeria, du Niger et des zones charnières reliant nord et sud. La valeur de ce nombre réside dans son effet multiplicateur. 7 frontières signifient que chaque réorientation modifie simultanément plusieurs couloirs politiques et sécuritaires. Cet écart spatial, souligné par la source, transforme le geste tchadien en une recomposition à large spectre, affectant autant les perceptions internes que les équilibres régionaux. Le troisième repère relève de l'échelle. L'espace AES élargi est décrit comme plus vaste que l'Inde, une comparaison destinée à matérialiser un changement de volume plutôt qu'une mesure géographique précise. La source insiste, ce n'est pas une donnée cartographique, mais un effet de proportion permettant de comprendre comment un bloc autrefois fragmenté acquiert soudain une continuité lisible. Dans l'analyse proposée, cette comparaison rend visible un saut d'échelle modifiant la lecture stratégique du Sahel. Cette translation volumétrique n'indique pas une puissance matérielle nouvelle, mais une capacité de projection symbolique. Voir le Sahel non comme un archipel dispersé, mais comme un ensemble possiblement cohérent. Ces 3 repères, durée, frontière, échelle, ne forment pas un tableau statistique. Ils fonctionnent comme marqueurs narratifs, permettant d'évaluer la trajectoire d'un système avant et après un basculement. L'écart entre la situation initiale et la nouvelle configuration se décline ainsi en 3 dimensions. D'abord, sur le temps, 60 ans remis en question par une décision unique. Ensuite, dans l'espace, 7 frontières réinterprétées selon une logique réticulaire plutôt qu'étatique. Enfin, à l'échelle, un espace désormais présenté comme un bloc susceptible d'influer sur les marges régionales. L'articulation de ces repères fournit au lecteur une méthode pour saisir la cohérence interne de la recomposition. La source ne cherche pas à prouver un phénomène par accumulation de données. Elle utilise 3 points d'ancrage pour structurer une dynamique. Un long cycle interrompu, un pivot géographique déplacé, un ensemble continental émergent. C'est à travers ce triptyque que l'on comprend pourquoi la transition tchadienne ne relève pas d'un simple ajustement, mais d'une translation systémique. 2 thèses structurent le débat tel que la source le présente, en les formulant dans leur version la plus solide, sans caricature. La première thèse affirme que la réorientation du Tchad produit une fragilisation durable pour les partenariats occidentaux dans le Sahel. Selon cette lecture, perdre N'Djamena revient à perdre un pivot stratégique irremplaçable, situé au carrefour de 7 frontières, capable jusque-là d'offrir visibilité, point d'appui et capacité de projection. Les termes rapportés dans la vidéo, perte d'yeux et d'oreilles, Paris en panique, illustrent un ressenti plus large. Un acteur extérieur se retire d'un espace qu'il considérait comme maîtrisé et découvre soudain une vulnérabilité structurelle. Dans la meilleure version de cette
thèse, l'argument central est limpide. Lorsqu'un pivot disparaît, la totalité de la chaîne d'observation et d'intervention se fragilise. La seconde thèse, formulée dans sa version la plus forte, voit au contraire dans ce basculement une nécessité historique, un rééquilibrage attendu, soutenu par des attentes populaires et par la dynamique interne décrite dans la source. Ici, la réorientation est citée comprise comme l'expression d'une volonté collective de rompre avec une configuration héritée de 60 ans et de reconstruire la souveraineté sur une base plus cohérente. Les scènes mentionnant les réactions venues des rues et des marchés soulignent que l'élan ne provient pas uniquement des dirigeants, mais d'un climat social déjà formé. Le retrait des avions ressenti par Idriss comme un silence neuf devient alors un symbole positif, la page blanche d'une autonomie à redéfinir. Le point de tension entre les deux thèses tient à l'interprétation du vide. Pour les premiers, le vide est un risque. Il expose des zones sensibles, complique la surveillance et affaiblit la capacité d'anticipation. Pour les seconds, c'est une opportunité, un espace d'expérimentation politique où un bloc continu Mali-Burkina Faso-Niger-Tchad peut harmoniser ses priorités. La source, en articulant ces deux visions, montre que la recomposition ne se réduit pas à choisir un camp, mais à comprendre comment ces perceptions contradictoires coexistent et alimentent l'incertitude actuelle. C'est à ce moment-là que, selon la source, un point d'équilibre provisoire apparaît. Le moment où le retrait extérieur cesse d'être lu comme une simple réorganisation logistique pour devenir une transformation idéologique. Le récit bascule alors de la mécanique militaire vers une interrogation plus profonde sur les modèles politiques en formation dans le Sahel. L'espace laissé ouvert n'est plus un trou dans un dispositif. Il devient un champ de projection où chaque acteur cherche à inscrire sa propre lecture. À ce stade, un glissement subtil se produit. Là où certains observateurs voient une vulnérabilité accrue, d'autres perçoivent une occasion rare de recomposer leur marge d'action. La mention d'Ibrahim Traoré joue un rôle structurant dans cette transition. Ses remarques sur la souveraineté et sur le caractère jugé artificiel de certaines frontières servent de repère pour interpréter ce basculement. La cohésion nouvelle décrite entre les États membres de l'AES n'est ici, non par accumulation de moyens, mais par une interprétation partagée du vide. La polarisation y devient palpable, inquiétude d'un côté, anticipation de l'autre, et révèle que ce milieu de récit n'est pas une pause, mais un changement de cadre. Les effets du basculement tchadien apparaissent sous 4 angles distincts dans la source, chacun révélant une couche concrète d'une recomposition encore fluide, mais déjà perceptible. Du point de vue de l'État, voici ce qui ressort. La source insiste sur un double mouvement, une réévaluation des relations avec les partenaires extérieurs et un recentrage stratégique autour de cadres jugés plus favorables à l'autonomie décisionnelle. Les dirigeants cherchent à ajuster des pratiques héritées, particulièrement celles liées à la gestion des ressources et aux mécanismes perçus comme asymétriques. Dans cette perspective, la référence récurrente à Ibrahim Traoré joue un rôle de miroir régional. Son positionnement sur la souveraineté sert de point de comparaison et d'inspiration pour certains États voisins égyptiens. L'impact immédiat n'est pas une rupture, mais un déplacement progressif vers un modèle moins dépendant des appuis traditionnels. Du point de vue des entreprises, le récit met surtout en avant un changement d'équilibre. Le récit met en avant un changement d'équilibre plutôt qu'une transformation brutale. Les secteurs pétroliers, aurifères et uranifères apparaissent comme des zones de tension potentielle, non parce que des chiffres précis sont fournis, mais parce qu'une renégociation est décrite comme plausible. Les entreprises étrangères, longtemps habituées à certaines continuités, doivent désormais composer avec un cadre où la marge d'autonomie des États s'élargit. Cette évolution reste qualitative, mais signale une dynamique de rééquilibrage des priorités économiques. Du point de vue des populations, la recomposition se lit dans le vécu. La figure d'Idriss, témoin local, incarne la manière dont une recomposition géopolitique
se traduit dans la vie quotidienne. La présence aérienne, perçue comme massive, n'avait apporté aucune infrastructure visible à son quartier. Le départ des avions crée alors un contraste sensoriel saisissant. Un silence neuf, presque déroutant. Ce changement devient la métaphore du Sahel, décrit dans la source. Une région qui quitte un rythme ancien, sans encore connaître celui qui vient. Les réactions populaires au rapprochement, avec l'AES venu des rues et des marchés, témoignent d'une attente déjà mûre, non imposée d'en haut, mais enracinée dans une perception collective de transition. À l'échelle régionale, le repositionnement tchadien produit un effet de couloir territorial. Le repositionnement tchadien ferme un espace autrefois essentiel pour la projection extérieure et ouvre un bloc territorial continu allant du Mali au Soudan. Pour les partenaires extérieurs, cela réduit les marges d'intervention. Pour les États sahéliens, cela crée un corridor géopolitique nouveau, porteur d'intégration mais aussi de tensions potentielles. La source décrit cette configuration comme un changement d'échelle, obligeant à relire la sécurité, la coopération et l'exposition aux risques à partir de nouvelles coordonnées. Ainsi, les 4 niveaux d'impact convergent vers une même lecture. La transition tchadienne dépasse la diplomatie et reconfigure les perceptions, les trajectoires et les marges d'action d'un Sahel en recomposition. La source propose 3 trajectoires possibles pour les prochains mois, non comme des prédictions fermes, mais comme des cadres analytiques permettant d'évaluer l'évolution d'un système encore instable. Chaque scénario découle directement des tendances décrites. Continuité territoriale nouvelle, redéfinition des partenariats, attentes populaires, vide stratégique perçu différemment selon les acteurs. D'abord, un scénario de base, celui d'un ajustement progressif, se dessine. Dans cette trajectoire, la consolidation territoriale de l'AES, élargie au Tchad, conduit avant tout à une réévaluation méthodique des relations avec les partenaires extérieurs. La source mentionne déjà des mouvements de renégociation et une volonté de clarifier des mécanismes antérieurs jugés déséquilibrés. Ici, l'évolution reste lente. Stabilisation interne, coordination sécuritaire minimale, dialogue limité, mais maintenu avec les acteurs internationaux. L'enjeu central consiste à préserver la cohérence nouvellement formée sans provoquer de rupture supplémentaire. Ce scénario reconnaît l'incertitude, mais exclut une transformation brutale. Ensuite, un scénario plus optimiste, celui d'une cohésion renforcée, devient envisageable. Cette version mise sur les signaux positifs relevés dans la vidéo. Un climat d'adhésion populaire, la perception d'une page blanche porteuse de possibilités et la force symbolique de certaines trajectoires régionales évoquées, notamment celles associées à Ibrahim Traoré dans d'autres passages de la source. Les dirigeants exploiteraient que cet élan pour intensifier la coordination politique, économique et sécuritaire. Les décisions parallèles se multiplieraient, les communications conjointes se renforceraient et une forme d'intégration opérationnelle émergerait. Le bloc deviendrait instrument de rééquilibrage, réduisant la dépendance extérieure tout en augmentant la capacité collective de décision. Enfin, un scénario plus pessimiste, celui d'une instabilité amplifiée, reste possible. La source rappelle que certains observateurs voient dans cette transition un vide susceptible d'être instrumentalisé. Ce scénario envisage que des groupes armés ou des acteurs extérieurs cherchant à tester les failles exploitent un moment de flottement. Les tensions frontalières, déjà sensibles, s'intensifieraient, tandis que les dispositifs sécuritaires en réorganisation peineraient à absorber la nouvelle donne. La région entrerait alors dans une phase heurtée, marquée par une succession d'ajustements discontinus avant qu'un nouvel équilibre n'émerge. Face à ces 3 trajectoires, la source invite à adopter une logique d'observation active. Suivre les signaux faibles, comprendre comment les perceptions populaires s'articulent aux décisions étatiques, et lire le vide non comme une certitude, mais comme une variable stratégique ouverte. La source montre que la recomposition en cours ne se lit pas de la même manière selon le regard de ceux qui l'observent. 3 types de lecteurs, 3 façons distinctes d'entrer dans le récit, 3 niveaux de résonance.
Pour celles et ceux qui suivent la géopolitique de près, pour ces lecteurs, la notion de vide, décrite dans la vidéo, n'est pas un simple motif narratif. Elle ouvre un espace d'analyse inédit, celui où les équilibres paraissent glisser, où les alliances se reconfigurent, où les priorités stratégiques doivent être relues. Ce public perçoit la transition comme un moment charnière, un intervalle où les signaux faibles, repositionnement, réajustement, réaction populaire, deviennent plus parlants que les cadres classiques de lecture. Pour celles et ceux qui s'intéressent d'abord aux trajectoires politiques régionales, pour ce groupe, les références récurrentes aux figures sahéliennes prennent une importance structurante. La source montre comment certaines trajectoires, comme celles évoquées dans la vidéo, servent de point de comparaison pour interpréter le repositionnement tchadien. La cohésion nouvelle décrite entre les États et la relecture de la souveraineté forment pour eux un prisme permettant d'évaluer l'évolution des rapports de force. Pour celles et ceux qui regardent d'abord les effets du quotidien, pour d'autres lecteurs, l'histoire se joue d'abord dans le proche. Le portrait d'Idriss, placé au cœur de la narration, raconte le glissement par le son, du vacarme à un silence neuf. Le changement géopolitique s'incarne pour eux dans la transformation d'un rythme de quartier, dans la perception des infrastructures absentes, dans la sensation d'attente partagée. Ainsi, la portée du basculement tchadien dépend du point d'entrée du lecteur. Analyse globale, comparaison politique ou expérience sensible. La source suggère une transition qui ne peut être absorbée qu'à travers une démarche structurée reliant décisions étatiques, coordination régionale et perception citoyenne. Cette démarche n'est pas une prescription normative. Elle reprend plutôt les mécanismes déjà visibles dans le récit. D'abord, il faut clarifier les priorités communes. Les États engagés dans cette recomposition doivent définir un socle partagé. Sécurité, gestion des ressources, cohérence diplomatique. Ici, les gouvernements concernés sont en première ligne, et tout se joue dès les premières phases d'ajustement, avec, comme indicateur possible, une convergence entre annonces officielles et pratiques réelles. La référence à Ibrahim Traoré, placée dans d'autres passages de la source comme point de comparaison, souligne l'importance d'une vision explicite de la souveraineté. Ensuite, il devient essentiel de gérer le vide interprétatif. La source insiste sur l'ambivalence du vide, risque pour certains, opportunité pour d'autres. Ici, les institutions sécuritaires et les autorités locales comptent davantage. Il s'agit de stabiliser les zones sensibles tout en préservant la marge politique nouvellement acquise, avec, comme indicateur possible, une réduction des tensions visibles et une communication étatique plus claire. Puis, il faut harmoniser les mécanismes de coopération. L'émergence d'un bloc continu oblige à coordonner gestes et priorités. Ici, les États membres de l'AES élargis sont concernés. Des décisions parallèles, des communications conjointes et un alignement des priorités peuvent s'imposer, avec, comme indicateur possible, la régularité d'annonces synchronisées et la visibilité d'une trajectoire commune. Enfin, il faut relier les décisions aux perceptions locales. Le récit d'Idriss montre que les ruptures géopolitiques se ressentent avant de se formaliser. Ici, les autorités nationales et les relais communautaires ont un rôle clé. Il s'agit d'expliciter les objectifs, d'apaiser les incertitudes et d'intégrer les attentes citoyennes avec, comme indicateur possible, une cohérence entre narration officielle et expérience vécue. Ainsi, l'enchaînement décrit par la source repose sur une articulation progressive. Définir, stabiliser, coordonner, puis ancrer dans le quotidien. Le récit revient au motif initial, le silence apparu après le départ des avions, celui qu'Idriss perçoit comme une page blanche sonore. Ce silence, d'abord local et sensoriel, devient dans la source une métaphore et énergie. Il incarne un Sahel qui cesse de se reconnaître dans son rythme ancien et qui cherche encore la cadence du prochain chapitre.
La recomposition décrite n'est donc pas purement stratégique. Elle touche à la manière dont une région se perçoit elle-même, dont elle imagine son avenir et dont elle relie ses frontières. Parfois, comme l'a rappelé Ibrahim Traoré, jugé artificiel. Dans ce contraste entre vacarme et calme, entre saturation et vide, se dessine une transition intérieure, celle d'un espace qui se découvre libéré de certains repères, mais encore hésitant devant les contours du futur. Le silence n'est pas une conclusion, il est la tension avant le premier mot d'un récit nouveau. L'essentiel naît souvent dans le calme. Ainsi, la transformation décrite ne se lit pas seulement sur une carte. Elle résonne dans les perceptions, dans les imaginaires et dans cette suspension où tout semble possible. La séquence s'achève sur un paysage encore en mouvement, où décisions étatiques, attentes populaires et repositionnements régionaux coexistent sans se stabiliser pleinement. La source montre que cette fluidité n'est pas un signe de faiblesse, mais un moment d'ouverture, celui où chaque acteur peut redéfinir ses repères, ajuster ses priorités et relire ce qui semblait acquis. Le vide évoqué au fil du récit, silence pour les uns, page blanche pour d'autres, devient un espace partagé où peuvent se croiser analyse, expérience et imaginaire. Dans ce contexte, la question n'est plus seulement de savoir comment le Sahel évoluera, mais comment chacun interprétera les signaux à venir. Ajustement diplomatique, gestes symboliques, réactions citoyennes, transformation dans les zones sensibles. La recomposition décrite n'offre pas de conclusion ferme. Elle invite à suivre, observer et dialoguer. Alors, selon vous, quelle pourrait être la prochaine inflexion majeure dans cette recomposition du Sahel ?